Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour faire le récit d'une quête. Alors pas la quête du Graal, mais la quête de la réplique ultime. Quand moi je vais jouer à l'Airsoft, ça fait quand même une dizaine d'années, à chaque fois que je me déplace, j'analyse le terrain, mes besoins, ce que j'ai envie de faire pour être efficace sur le terrain, et puis je vais choisir entre les trois grandes familles de lanceurs que moi j'utilise, puisque je n'utilise pas les lanceurs HPA, donc à air comprimé. J'utilise soit des AEG, donc des lanceurs électriques, soit des AEG blowback, donc des EBBR, soit bien des lanceurs à gaz blowback ou à CO2 blowback. À chaque fois que j'exploite l'une de ces trois familles, j'ai des avantages, des inconvénients, et puis pour moi, eh bien l'airsoft, c'était un jeu de concession, puis comme un petit peu tout dans la vie, on s'éduque à la frustration et on avance comme ça. Et puis, vous m'avez vu régulièrement m'irriter sur le fait qu'on ne pouvait pas avoir le service pour lequel on payait. C'est-à-dire, on achète une réplique, elle n'est pas prête à jouer, d'accord? Il faut payer pour un upgrade, et finalement, cet upgrade, de toute façon, va nécessiter quand même des concessions. Moi, j'ai pratiqué le vélo longtemps. Si je voulais un vélo à 8 kg, ben, je payais autant. Si je voulais qu'il tombe à 7 kg, je mettais plus. Et puis, il faisait 7 kg. Si je voulais à un moment donné avoir une transmission électronique, ben, je mettais, et puis j'avais une transmission électronique. Et en fait, la question qui se posait sur l'efficacité globale, c'était uniquement mes capacités à moi de cycliste, et pas celles du vélo. Là, on en parlera tout à l'heure après le jingle, il faut faire des concessions, il faut toujours faire des concessions. Et j'avais ça en tête. Et puis, il y a quelques mois, je me suis mis en contact avec une jeune entreprise française dont je ferai la présentation un petit peu plus tard, l'entreprise Ready to Play. Alors je vais l'appeler l'entreprise RTP, prêt à jouer, justement, parce que j'ai été comme ça attiré par leur phrase d'accroche, en fait, qui est à la fois un slogan et le nom de l'entreprise, en me disant « Ah bon, ils sont capables de faire des customs prêts à jouer qui répondent aux besoins des joueurs. Alors, est-ce qu'eux ne seraient pas en capacité, si on paye, qu'on est prêt à payer, d'avoir la réplique ultime? Eh bien, c'est le récit de cette quête que je vais vous faire, mais on en parle juste après ça. En introduction, je souhaite évidemment remercier toute l'équipe de Ready to Play, donc de RTP, pour avoir échangé de très nombreuses fois avec moi, avoir été patient, avoir pris le temps d'adapter une réplique, de me l'envoyer et de m'avoir autorisé à la tester en conditions réelles, parce que non seulement on va parler de cette quête de la réplique ultime, on va parler de la démarche intellectuelle qui a été la mienne et à laquelle ils se sont adaptés, et on va parler aussi des résultats en studio, mais sur pas de tir, mais aussi sur l'OP Gazpromova, c'est-à-dire un vrai crash test, pas un avis après un open boxing, un avis après l'ensemble de ces tests et l'effort du terrain. On sait bien que c'est toujours le terrain, l'arbitre le plus efficace. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et que vous décidez d'investir dans des customs chez RTP, bien sûr, je vous mettrai en description le lien d'affiliation qui, si vous passez commande en l'utilisant, eh bien, me permettra d'avoir quelques euros pour faciliter les achats de consommables du studio. Un petit mot sur cette entreprise, parce que je répète, quand on achète, je pense que c'est intéressant de savoir à qui on s'adresse. C'est une entreprise française, à taille vraiment très réduite. Alors c'est une boîte qui a débuté vraiment à 2023, mais qui a été créée en 2022 pour les premiers clients. Ils étaient 2 à l'époque. Maintenant, ils sont 3. 2 techniciens vraiment qui sont des très gros joueurs, et une troisième personne qui va être plutôt sur l'informatique, le développement du site, le SAV, le contact client, la démarche qualité. Et on va avoir chez RTP en fait un objectif pas forcément d'une portée incroyable ou d'une capacité du lanceur à avoir un maximum de tirs à la minute, mais plutôt de répondre aux joueurs selon ses attentes, et que lorsque le joueur reçoit la boîte, même s'il la recevait sur le terrain, il pourrait jouer immédiatement avec une réplique qui répond et qui a été paramétrée en fonction des demandes, qui est déjà réglée sur pas de tir et qui est déjà efficace. Il n'y a rien à faire en arrivant, prêt à jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Ready to play. Ce qui m'énerve et que vous me voyez râler sans cesse parce que les répliques sont pas prêtes à jouer. Eux, c'est ce qu'ils proposent. Leur démarche commerciale est à différents niveaux. Soit effectivement, vous commandez sur le site des customs qui sont déjà présents avec des
plateforme AR15 ou AK déjà proposées, soit de vous envoyer votre propre matériel. Il y a des possibilités de prêt si c'est une réplique unique. Il y a des possibilités aussi dans le service après-vente. Ils ont une démarche qualité très importante sur le service après-vente. Ils ont l'habitude de dire, quand vous êtes avec nous, on ne vous lâche plus en fait. Et ça, entre le prêt à jouer et on ne vous lâche pas, pour moi, c'est extrêmement novateur dans l'environnement du custom et de l'upgrade et globalement des services qu'on fournit aux joueurs en France. Si la réplique tombe et qu'elle s'endommage, même si c'est votre faute, en SAV, on ne vous fait pas payer la main-d'œuvre. Donc ça, c'est vraiment des efforts qui sont faits, qui ont pour un objectif de fidéliser la clientèle et que je trouve très très intéressant. Donc vous imaginez que c'est énormément de main-d'œuvre, c'est énormément de pièces pour s'adapter aux différentes séries de Gearbox, aux différents besoins des joueurs, etc., etc. Donc forcément, à la fin, on en parlera, ça coûte. Ça coûte. Quand il y a des gens qui bossent pour toi, qui utilisent du matériel de qualité, qui implémentent uniquement du haut de gamme, qui poussent vraiment le travail au niveau de l'électronique et des performances, qui testent, qui fait des points de colle quand on est par exemple sur de l'EBBR, etc., etc. Il y aura un prix à la fin, on en parlera, mais encore une fois, moi, si on me garantit un service, je suis prêt à payer. Mon problème en Airsoft, c'est que même quand on en paye, on n'a pas le service. Si on est maintenant sur ma démarche intellectuelle, j'élimine le HPA et on va avoir 3 grandes familles AEG, EBBR et GBBR. À chaque fois, on a la possibilité d'avoir un externe de grande qualité. Pour moi, c'est un critère fondamental pour le réalisme. Mais ensuite, chaque grande famille va apporter des avantages et des inconvénients, et donc son lot de frustration. Je le reprends rapidement avec vous. Pour moi, les AEG, c'est de la fiabilité par tous les temps, c'est des qualités de tir. La qualité de tir, c'est quoi pour moi? Portée, trajectoire, vitesse et poids de billes lourdes tant qu'à faire, de la réactivité et de la jouabilité sur tous les terrains, que ce soit de l'Ultra CQB jusqu'aux OP. Le point négatif, aucun réalisme d'utilisation, de démontage ou d'entretien, c'est ennuyeux au possible. Les EBBR maintenant, fiabilité par tous les temps, réalisme du recul, réalisme partiel du démontage et de l'entretien. Mais les points négatifs, on va avoir une faible réactivité, une portée ridicule, des fragilités au niveau de la gearbox qui peuvent être terribles. On a en tête LCT, ce que j'ai pu faire comme revue, des qualités de tir faibles, c'est-à-dire une portée à 40-45 mètres par exemple pour Bolt, avec de la bille à la 0,23, injouable en OP ou en dominicale sérieuse. C'est quand même problématique. On va arriver au GBBR ensuite. Et là, c'est selon moi, et sur les plateformes AK, et essentiellement avec de la GHK et de la Marui. On a un réalisme élevé, du recul, du démontage, de l'entretien, de la manipulation et de la queue de détente, notamment sur VFC par exemple. On a des qualités de tir selon le temps, qui sont plutôt acceptables, une réactivité qui est très satisfaisante. Mais alors dans les points négatifs, un fonctionnement qui dépend de la température extérieure, de nombreux gaz à prendre en compte, un encombrement déconsommable, tu pars pendant 7 ou 8 heures en OP, tu es obligé d'emmener ta bonbonne de gaz, des prix de chargeur qui sont élevés, sans parler du prix de la réplique, des points de faillibilité sur la réplique et sur les chargeurs, ça peut dégazer ou être en situation de fuite sur et les chargeurs et la réplique. Le prix des upgrades internes est très important, on peut avoir des casses matérielles. Bref, une charge mentale, est-ce qu'elle va tirer en fait? Est-ce qu'elle va tirer cette réplique? Et moi, on a beau me vendre et me survendre Marui, je peux constater que quand on est aux alentours de 5 degrés, même les collègues autour de moi qui ont l'AKM Marui, oui, ça va tirer, mais pas toujours top. Et il y a vraiment des variations de qualité de tir en fonction du temps. Moi, l'échange que j'ai eu avec RTP, c'est « moi, je veux tout ». Là, tous les avantages que je viens de vous présenter, je les veux. Et tous les inconvénients, je les veux pas. Et je suis prêt à payer. Pas de limite. Alors, si j'ai pas de limite, est-ce que vous êtes en capacité de me faire une réplique ultime? Et eux, leur réponse, c'est oui, mais ta réplique ultime, Gorky, c'est ta réplique ultime selon toi. Ok, on entend tes critères. Très bien. Donc, mes attentes personnelles et les réponses de RTP. Moi, je veux minimum LCT ou EEL au niveau de la gamme d'AK. Au niveau des sensations et du réalisme, je veux du recul, je veux de la circulation de fausse culotte, je veux des sensations au niveau de la queue de détente, un mur, un petit reset, comme sur une arme. Les qualités de tir, je veux de la réactivité, mais pas plus que sur une arme. Je veux un 60 mètres combat. 60 mètres combat, ça veut dire que quand je serai dans le vent, dans le stress et avec du recul, je veux que ce soit suffisamment précis, avec une portée suffisamment intéressante, avec une bille suffisamment lourde et rapide pour que je puisse, dans le vent, là, en pleine, avec des vents latéraux, toucher un corps humain à 60 mètres. C'est ça un 60 mètres combat. Donc il me faut plus de 70 mètres sur pas de tir en conditions optimales. Plus de 70 mètres à la bille lourde. Bon, ok.
La fiabilité, je veux que ce soit solide et efficace par tous les temps. Je ne veux pas un machin qui marche qu'au-dessus de 15 degrés et que je dois prendre avec des pincettes. Moi, en OP, je joue RP, roleplay, je suis touché, je hurle, je tombe au sol, la réplique, elle peut tomber sur le bitume, tomber dans la terre, tomber dans l'herbe, on se prend des grenades au plâtre, on peut faire des journées de plus de 10 heures, la réplique, elle est dans l'humidité, elle est sous l'averse, elle est dans la gadoue. À un moment donné, c'est du prêt à jouer ou c'est pas du prêt à jouer? Les réponses de RTP. Sur l'externe, ils m'ont proposé d'appréhender l'AKM Bolt. Je vais vous la montrer après. Hein. Je vais faire des petits tests de fonctionnement. On va regarder tout ça. L'AKM Bolt, ok. Je vous la montre après. Hein. Magnifique. Un mélange d'acier bronzé comme sur les EL. Des garnitures entre LCT, Inokatsu, tout à la coque, full acier. Une pure merveille. J'adore. Je vais vous la montrer après. Elle est extraordinaire. Sur le réalisme, on est sur une gearbox EBBR et on va appeler ça la technologie EBBRS de chez Bolt. C'est une technologie qui est solide et éprouvée, qui est très au-dessus de ce qu'a pu faire LCT. J'ai pu le vérifier. J'ai des collègues qui jouent l'AKM en sortie de boîte et ils n'ont aucun problème de casse. On a une vraie sensation de recul. On est sur, on va dire, du GHK de sortie de boîte. Pas évidemment avec l'ensemble lourd et avec des chargeurs CO2. GHK de sortie de boîte. On a vraiment une fausse culasse qui circule. Et là, on va avoir les premières touches RTP. Ils m'ont installé un Aster Perun V3, la version hybride, avec son option clicker qui permet d'avoir des sensations réalistes au niveau de la queue de détente. Ça veut dire que je vous montrerai tout à l'heure sur le test, on a un petit mur qui évite de faire des faux départs comme ça, des faux tirs, comme on peut avoir la queue de détente avec un Titan. Et puis, on passe le mur, on engage la queue de détente, on a le tir, et on a le clic du reset, et on retire. Et ça, alors, vous allez peut-être me dire que c'est un détail, mais quand on veut tout, c'est ultime ou c'est pas ultime. Moi, je veux tout, et ça, l'option clicker, il n'y a que ce MOSFET qui le fait, et pour moi, c'est la petite touche, le petit condiment qui donne le goût à la sauce. Les qualités de tir, il fallait booster la machine. Je ne pouvais pas jouer à la 0.23, c'était pas possible. Je leur avais demandé, comme je vous ai dit, un 60 mètres combat et une bille d'au moins 0.28. Sur la question, leur réponse, c'est un cylindre FPS, une tête bolt, le nozzle bolt. Attention, quand je dis bolt, c'est pas forcément des pièces qui étaient dans la machine initiale. On est sur une tête de cylindre bolt, un nozzle bolt, mais pas forcément celui de l'AKM d'origine. Un piston bolt, une tête de piston Silent Industry Metal, un canon 455 Ready to Play, RTP, parce qu'ils développent leur propre matériel en haut de gamme, un joint Quantum et son appui, un ressort M130 Silent Industry, et ensuite, on arrive sur la question de la réactivité. La réactivité, j'avais la possibilité de tester un high torque ou un brushless, et là, actuellement, on est sur un brushless axe court Solink. Sur la question de la fiabilité, il ne faut pas que la machine nous pète dans les mains. Donc il faut quelque chose, à un moment donné, qui puisse, entre moi et le départ de la bille, stabiliser l'ensemble. C'est effectivement ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un MOSFET Perun V3, des gears en 18.1 Mimtech Short Stroke, le 13.1 à mon avis me ferait tout exploser, donc on en veut, mais pas trop. On arrive à la machine maintenant. Je vous ai dit que je vous la présenterai, voilà. Une superbe AKM. Moi, dès que je l'ai eu, c'était le coup de foudre. Je l'ai, moi, en EL, et je vous l'ai déjà montré, avec un vieillissement extrêmement rouge. Là, ici, vous voyez, je vous parlais de garniture proche, en fait, de la LCT. C'est un petit peu plus foncé qu'Inokatsu. C'est un petit peu plus clair que LCT. C'est très, très, très beau. C'est full acier. C'est vraiment magnifique. C'est un objet, moi, que j'adore. Alors, certains n'aiment pas les garnitures bois, mais je pense que quand on est russo, j'ai jamais vu un russo qui m'a dit qu'il n'aimait pas l'AKM. L'AKM, c'est un espèce de totem dans les collections de russophiles. Alors, pourquoi ça m'a intéressé d'avoir l'AKM plutôt que l'AKS 74U? Eh bien, simplement parce que sur l'AKS 74U, le logement batterie se fait au niveau du garde-main. Et donc, c'est un petit peu plus tolérant sur l'AKM parce que c'est dans la crosse. Et c'est plus tolérant pour deux raisons. Un, lorsqu'on change la batterie, il y a une toute petite manip que je vous montrerai là tout à l'heure qui est facile à faire à l'arrière de la crosse, alors qu'il faut démonter le garde-main avant sur la cassou.
Donc ça, au niveau opérationnel, pour moi, c'était mieux. Au niveau des chargeurs, on est sur des chargeurs acier bronzés avec un petit marquage Ismatch qui est très très sympa, qui rappelle la finition des E&L avec le petit reflet bleuté en moins et puis un acier au niveau des mâchoires avant de rétention du chargeur qui perdent un peu la peinture. Donc je dirais que le chargeur est un peu en dessous des E&L. Un chargeur qui va clipser de manière extrêmement efficace, il n'y a vraiment aucun mouvement, on est sur quelque chose de très très joli. Alors je vous parlais bien, de la façon dont on implémente la batterie. Ici à l'arrière, vous allez glisser le doigt dans le petit clapet qui permet normalement bien, de mettre le kit de nettoyage. Vous tirez vers l'arrière, voyez, vous tirez vers l'arrière et vous allez basculer sur le côté pour dégager ici le compartiment de la batterie. Vous allez pouvoir sortir et avoir une connectique DIN. Les batteries comme celle-ci, qui sont fournies en 11.1, parce que là, on va jouer en 11.1, en EBBR, sont en 1000 mAh. Mais celle-ci, voilà, la 3 palettes de chez Airsoft Entrepôt passe aussi. Et là, ça va nous permettre d'atteindre les 1200 mAh, ce qui est plus intéressant. Je vais mettre mes petites lunettes pour vous faire écouter tout ça. Le logement batterie, comme je vous disais, tolérant. On laisse descendre la batterie, vous voyez, elle y va très très largement. Et on va pouvoir la connecter. On va entendre la mise en place du MOSFET. Voilà. On pousse les fils dans le logement. On pousse bien le petit clapet pour éviter de coincer les fils quand on rabat. Et on referme tranquillement à l'arrière. Voilà. Alors, le semi, alors vous n'aurez pas la possibilité d'écouter le full. Moi, je ne joue pas en full et j'ai bloqué le MOSFET en semi, parce que je n'aime pas, moi, avoir des problématiques de dérèglement du MOSFET. Ça m'est déjà arrivé, pas sur celui-ci, mais sur le Titan, d'avoir des dérèglements en partie avec des petits doublés ou bien des passages en full. Donc moi, je sécurise toujours au niveau de mes MOSFET. Tout est positionné en semi-semi. Là, ici, je vous disais, on a un mur et on a le déclenchement. On a un claquement qui est très très fort. Vous voyez le cycle au niveau de la fausse culasse est très très rapide. On est sur la même vitesse, franchement, qu'une GBBR. On a une excellente réactivité et une garantie des cycles par le MOSFET qui est parfaite, quoi. Et au niveau du clicker, vous entendez le petit clic? On a le reset qui est très très net et ça, c'est vraiment agréable. Là, c'est pareil. Vous voyez, quand j'appuie là comme ça, il faut vraiment que j'ai une vraie pression. Sinon, je suis retenu par la queue de détente. Je n'ai pas de faux tir comme je peux avoir avec un Titan. Et ça, je trouve ça vraiment sécurisant. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'est vraiment top. Alors le but, ce n'était pas une présentation strictement comme ça de la réplique, c'est de continuer sur la question de la démarche. J'ai fait un test sur pas de tir. Alors, je vais vous décrire un petit peu le fonctionnement sur pas de tir. Oui, je l'ai passé au chrony, et à tous ceux qui me disent ça sert à rien, la 0,20, on peut pas 0, machin, nan. Allez, réglé, d'accord, au pop, réglé. À la 0,30, j'ai 1 joule au chrony. 1 joule, ça veut dire que vous allez pouvoir la jouer sans problème, n'importe où, vous serez dans le cadre des différentes associations. Donc on n'est pas sur une réplique qui va faire hurler au passage chrony. Les conditions de tir étaient optimisées. Pas de tir, couloir de forêt, un vent zéro, aucun vent latéral, aucun vent avec, aucun vent contre, sombre, ombragé, je voyais parfaitement ma bille, je tirais sur un carton de 90 par 90, moi les tirs sur feuille A4 ça m'intéresse pas. Hein. Moi je suis pas sniper, moi je veux toucher un corps humain à 60 mètres combat, c'est ça mon objectif. Mon idée c'est une trajectoire optimisée. Donc un bon poids de bille, une bonne vitesse de bille, pas avoir une espèce de bosse comme ça au niveau de la trajectoire, bref une belle portée de tir, bien efficace. Première chose, portée non compensée, c'est-à-dire point visé, point touché. Je ne tirais pas au-dessus ou à côté, je ne sais pas comment. Il faut savoir quand même que je tire debout, épaulé debout,
Je ne suis pas assis, je ne suis pas couché, je ne suis pas posé. Donc, quand on tire à 60 mètres à l'airsoft et au-delà, debout, bah, il y a aussi, quand je dis ah oui, je touche 4 sur 5, bah oui, mais je peux tirer mal aussi. Je peux tirer mal. Portée non compensée, point visé, point touché, à 60 mètres. Je touche 4 sur 5 sur au moins 5 ou 6 séries. Donc, je n'ai pas fait une fois 4 sur 5. 5 ou 6 séries, j'ai une moyenne de 4 sur 5. Donc, ça commençait très très bien. Avec une portée légèrement compensée. Franchement, je tire 50 cm au-dessus de la cible. 75 mètres, 1 sur 5. Une portée compensée. 1 mètre à 1 mètre et demi au-dessus. 80 mètres, je fais 1 à 2 sur 15, 1 à 2 sur 10 en fonction des séries. 80 mètres. Tous ceux qui me suivent savent que je n'ai jamais dit ici que j'avais déjà touché une fois dans ma vie à 80 mètres avec un AEG. Jamais de ma vie. Moi, je ne fais pas partie des gens qui posent des je sais pas quoi. Là, ici, on est sur des cibles mesurées au télémètre. Je ne bouge pas. C'est mesuré entre la pointe de mon canon, hein, et le carton au télémètre. Quand je dis 80 mètres, c'est 80, c'est 0,0. D'accord? C'est 80 mètres. Je n'avais jamais de ma vie touché une cible à 80 mètres avec un AEG. C'est la première fois, à 1 joule, à la 0,30. Et franchement, le joint Quantum, tellement efficace, la 0,32 se serait passé crème. D'ailleurs, sur la prochaine partie, je vais aller jouer là, une partie hardplay sur anciennement Dynamite, on va dire. Eh bien, je jouerai à la 0,32. Selon moi, le résultat dépasse largement mes attentes pour 4 raisons. 1. La portée elle est énorme, sans effet boss outrancier. La portée maximale compensée atteint les 80 mètres. Moi, je voulais du 60 mètres combat. Je vous disais que je voulais avoir une portée maximale intéressante. Bah oui, avec une portée maximale à 80 mètres, on peut comprendre qu'à 60 mètres, j'ai une très forte efficacité. La portée optimale non compensée atteint les 70 mètres. Point visé, point touché, à 70 mètres, je suis efficace. Donc, je pense qu'effectivement, à 60 mètres, dans le stress, dans le vent, et on en parlera après par rapport à ce qui s'est passé sur l'OP, je peux avoir de vraies attentes. Et quatrième chose, eh bien, je tire loin, mais je tire vite. Ça veut dire que tirer très très loin, mais avec une bille qui met 3 heures à arriver, ça marche pour du tir sur pas de tir. Ça marche pas en OP en fait. Les gars, ils bougent, les gars se cachent, les gars, ils sortent, ils tirent, ils rentrent. Si t'as pas une bille rapide, c'est pas du combat en fait. Bref, super content. J'étais super content. Mais avec cette peur de est-ce que ça va tenir sur une OP? Le bilan de l'OP. Alors, première chose, l'OP c'était quoi? C'était, on arrivait le vendredi après-midi, on ne jouait que le samedi matin, toute la journée et une partie de la nuit, et on jouait le dimanche matin. Mais moi, ma réplique, elle a été dehors, même si on n'a pas joué. À partir de l'après-midi du vendredi, elle a passé la nuit dehors, dans son sac, mais dehors. Et puis ensuite, je l'ai joué toute la journée. Et puis, il a plu, il y a eu l'averse, c'était humide, elle a été dans la terre, elle s'est retrouvée à un moment donné toute blanche parce qu'elle était couverte de plâtre, parce qu'il y a une grenade qui m'a pété juste à côté. Je l'ai fait tomber plusieurs fois. Le capot est endommagé parce qu'elle est tombée sur le bitume, elle est tombée dans l'herbe. Elle a ramassé la réplique. Je ne l'ai pas portée sur moi. Ah, attention, c'est la réplique de Ready to Play. Non, il m'avait dit, vas-y, joue avec, crash test. On y va, on verra ce que ça donne. Alors la première chose, l'interne a parfaitement tenu l'ensemble des contraintes. Tout ce que je viens de vous décrire. Le joint a été très efficace, même franchement en pleine, j'aurais dû la jouer à la 0,32. Même avec les vents latéraux, j'étais vraiment très très efficace et c'était vraiment intéressant. Pour les points positifs, j'ai constaté une réactivité comparable à une GBBR, un recul comparable à du GHK avec un ensemble mobile léger, une grande régularité des cycles malgré les secousses, un MOSFET qui a fait parfaitement son job et qui n'a jamais planté. J'ai joué en vraie confiance, même sur les premières billes, et c'est rare. Souvent, ma première bille, elle guide. Vous voyez, comme la fibre optique va guider le drone, ma première bille, elle guide la deuxième. Là, franchement, j'étais bien à la première bille, j'avais confiance dans ma première bille. J'ai pas eu un seul incident de tir du vendredi après-midi au dimanche midi. Voilà. Une portée qui m'a permis de l'emporter sur la plupart des fusils d'assaut dans les duels 70 mètres plus, les duels posés. D'accord, j'ai été surpris, c'était la première fois que, plutôt que de travailler ma progression avant de tirer, j'ai fait un certain nombre de tentatives à 60 mètres plus. Une possibilité d'envoyer de la bille lourde à vitesse correcte pour maintenir la qualité de la trajectoire. J'ai eu aucun souci avec les batteries. Moi, j'avais peur que les batteries ne tiennent pas. En gros, RTP m'avait dit une batterie péchue par demi-journée. Moi, ma première batterie, elle m'a fait ma journée et je l'ai changée lors d'une pause pour faire la nuit. Donc en gros, elle m'a fait 9-19 changements et 10
19, minuit. Mais sinon, elle a parfaitement fonctionné. Je n'ai pas eu de misfeed, donc de ce point de vue-là, ça marchait parfaitement bien. La réplique au Chrony est passée à 1 joule à la 0,30 comme prévu, donc c'était nickel. J'avais le petit scotch qui me disait que j'étais dans le respect des camarades et que je ferais de mal à personne. La manipulation, un kiff, mais franchement, le retour à l'AEG est flippant pour moi. Hein. C'est le ratio côte de bœuf au gros sel versus salade de quinoa radis noir. Salade de quinoa radis noir, c'est l'AEG. Hein. Franchement flippant. Je ne sais pas comment je vais revenir à l'AEG. Et puis avec une charge mentale, habituellement, quand il y a de la frustration ou quand je joue avec du GBBR, il y a de la charge mentale. Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça va casser? Est-ce que ça va dégazer? Là, une charge mentale quasi comparable à celle d'utilisation d'un simple AEG. Voilà, il va peut-être rien se passer de kiffant, mais ça va être stable, on va être sûr. Contrairement au GBBR, je ne regarde pas la température pour ajuster mon gaz, je ne crains pas le dégazage. J'avais juste en tête un risque de casse, puisque les contraintes mécaniques sont manifestes. Il y a un vrai kick, vous l'avez vu. Hein. Donc, plaisir du GBBR avec un consommable et un transportable en moins. Pas de gaz et des chargeurs moins chers et quasi infaillibles. Aucun entretien le soir, alors qu'avec une GBBR, j'aurais ouvert pour inspecter que la fluidité en fait, de la circulation du nozzle. Parfois, ça va devenir un petit peu collant au niveau de la graisse et le nozzle circule moins bien. Ça nécessite un peu de nettoyage. Et puis, j'ai même pas regardé s'il y avait la présence éventuelle de débris. Non, c'est fermé, c'est bien, c'est électrique, je touche à rien. Crash test. Bon. Pour les points d'attention, les secousses du système EBBR nécessitent un contrôle régulier du serrage, du sélecteur de tir et de la poignée pistolet. Voilà, j'ai dû vérifier, faire attention, ça peut bouger. Et là, en fait, comme c'était une version bêta, une version test, les collages à la Loctite ou frein filet en fonction n'avaient pas été réalisés. Ça, c'était évidemment à anticiper de ma part. Le service de collage, c'est-à-dire de coller les différents éléments parce que ça tabasse, il est inclus bien sûr dans le montage de chez RTP. La réplique nécessite de la baille lourde. Voilà, quand on fait ce genre de demande, il ne faut pas essayer de la jouer à la 0,25, à la 0,28 après. Là, on est sur de la 30 ou de la 32. Il faut aussi avoir les moyens de se payer ses consommables ensuite. Mais quand on fait des OP RP, on n'a pas non plus, quand on ne joue pas batteuse, des consommations de billes excessives. Et quand on est prêt à mettre le prix dans ce type de custom, on ne pleure pas parce qu'on a de la bille un petit peu chère à payer. Hein. Je n'ai pas testé le full, comme je vous ai dit, moi je ne vais pas le tester parce que je n'ai pas fait ce type de paramétrage. Et bien sûr, il faut régler la réplique et bloquer la tirette de contrainte du hop-up en serrant la petite vis. Comme c'est un réglage du hop-up de type AEG, c'est-à-dire avec une tirette que connaissent bien les Russos, c'est pas une molette, vous devez démonter l'ensemble mobile, serrer légèrement la petite vis, mais ce que fait RTP avant de vous l'envoyer. Quand ils me l'ont envoyé, ils avaient serré, c'était prêt à jouer. En conclusion, le custom s'est révélé fonctionnel, il a dépassé toutes mes espérances, un kiff total. D'ailleurs, je l'ai dit à qui voulait l'entendre, en 10 ans d'Airsoft, j'avais jamais manipulé une réplique de ce niveau. Esthétique, plaisir, efficacité, fiabilité et réalisme. Et attention, hein, moi je ne parle pas d'un résultat genre au coude à coude, ouais, c'était presque comme ci, comme ça. Non, jamais. J'ai jamais kiffé l'utilisation d'une réplique comme celle-là. Bon, maintenant, on va parler du prix. Hein, on va parler du prix parce que le service, ça se paye. 1290 € avec son chargeur unique, c'est ça, la réplique ultime. C'est ce prix-là. Le prix, je suis d'accord avec vous, le prix, il est très important. Mais moi, je considère que pour une fois dans ma vie d'airsofter, quand c'est payé, le service est là. C'est jamais le cas. En tout cas, sur les plateformes AK, c'est jamais le cas à ce niveau-là. Rappel pour l'explication du prix pareil. Alors déjà, la Bolt de base, on est à plus de 500 €, c'est déjà pas donné. Hein. Ce sont des répliques qu'ils importent de Taïwan avec des quantités commandées qui ne leur permettent pas de négocier comme peuvent négocier les grosses boîtes de e-commerce d'Airsoft. Rien que l'avion, c'est 60 € par réplique au niveau de l'import, sans compter ensuite le dédouanement. Les pièces d'upgrade sont 100% haut de gamme, et même s'ils essayent de développer les leurs, c'est de l'investissement. Chaque réplique prend une journée complète de travail, désassemblage de la réplique, modification, réassemblage, test chronie, travail sur la régularité, Loctite de l'ensemble, une journée de repos, la demi-journée de test sur pas de tir, les réglages, l'envoi, bref. 1290 €. Bien sûr, vous pouvez avoir une version moins chère à 1190 € si vous avez un high torque. On va me dire, oui, je peux avoir des armes au même prix. Oui, d'accord. Moi, c'est une revue sur la réplique d'Airsoft Ultime. Moi, je préférerais revendre une partie de mes répliques et qu'on soit capable de me dire,
Nous, entreprise de custom, on est capable de te faire un SVD qui fait ci, on est capable de te faire une Akasu qui fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, qui sait faire ça à part eux? Qui sait faire ça? Voilà. Moi, j'y croyais pas. C'est pour ça que j'ai parlé de quête et que j'ai parlé de réplique ultime. C'est que je ne pensais pas que j'allais pouvoir avoir un fonctionnement de ce niveau-là. Je ne pensais pas que c'était possible. Eh bien là, moi, j'ai la démonstration que on peut en airsoft, quand on s'adresse à des gens compétents et qui nous écoutent, parce que je peux vous dire qu'il y a eu des dizaines de mails, et parfois 7 ou 8 mails dans la journée, ils sont ultra réactifs. Quand on a des gens compétents qui nous écoutent, on peut, si on met le prix, avoir les résultats attendus. Bien, on arrive à la fin de cette revue. J'espère bien que ça vous a plu et que j'ai pu effectivement et que j'ai pu peut-être vous donner envie au moins de prendre contact avec eux. Je ne dis pas forcément d'acheter, mais de prendre contact avec eux pour voir si vous pouvez booster vos répliques favorites ou peut-être investir dans une réplique spécifique. Moi, je pense que cet AKM est un pur bijou et j'espère qu'on va pouvoir avoir plus ce type de matériel qui arrivera sur les terrains. On est très très nombreux à avoir énormément de répliques. J'entends énormément de gens me dire oui machin, plus de 1000 € pour une réplique, je comprends pas machin. On est sur des gens qui ont 7, 8, 10, 12 et parfois plus de 20 répliques et qui ont déjà peut-être parfois 7 ou 8 000 € de matériel. Et sur les 7 ou 8 000 € de matériel, on n'a rien, mais je dis bien rien, qui va amener autant de qualité que celle qui est posée sur ma table. Allez, je ne vais pas me transformer en commercial, mais je suis tellement hypé par la réplique que je pourrais basculer. Il fait de plus en plus beau, on est de plus en plus nombreux sur les terrains d'airsoft. N'oubliez pas le fair play. On a eu encore une partie il n'y a pas très longtemps où certains joueurs ont abandonné parce qu'il y avait un manque de fair play en face. Et c'est vrai que quand on va sur des OP avec des habitués, avec des très hauts niveaux de RP et des très hauts niveaux de fair play, parfois c'est difficile d'aller en dominical avec des gens qui ne comprennent pas que c'est pas grave, on retourne au spawn et qu'on a pour soi qu'en fait son honneur et que lever la main et dire out, c'est pas grave en fait. Alors, on pratique un loisir. Loisir, une fois qu'on s'est mis en sécurité, ça rime avec plaisir. Donc on va jouer et on se prend pas la tête. Allez, au revoir.